soir dans la Libre Antenne, une soirée où il est question plus qu'à l'accoutumée de parler d'amour et tout particulièrement de toutes ces difficultés et souffrances qu'occasionne la grande affaire des êtres humains que nous sommes. Alors en ce début d'année, je vous souhaite de relever le défi auquel nous confronte l'amour, celui d'arriver à allier amour de soi et amour de l'autre. De vivre, pour paraphraser Winnicott, un amour suffisamment bon, c'est-à-dire un amour qui n'attaque pas, ne manipule pas et n'envahit pas. En 2016, je vous souhaite de ne pas chercher l'amour, mais de l'accueillir dans vos vies, car chercher l'amour, c'est chercher plus à combler ses failles qu'à créer les conditions d'un échange. C'est l'origine des comportements de dépendance, et vous le savez, j'ai besoin de l'autre pour exister. On a tous une part de manque et il est essentiel de la préserver et surtout de ne pas la remplir au risque de tuer le désir. Le besoin, c'est le pivot de la dépendance, le manque, c'est celui du désir. Et dans une relation, il n'y a jamais trop d'amour, c'est-à-dire d'attention à l'autre, mais il y a souvent trop de dépendance, de besoin de l'autre. Allez, on en parle si vous le voulez ce soir. Quentin et Corentin, fidèles au poste, vous accueillent au 39 21 et c'est Andreas Papadian qui réalise cette émission. Si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi nous envoyer un texto au 7 39 21 précédé du mot nuit en majuscule ou nous écrire sur le site europe1.fr pour nous donner votre opinion, votre point de vue ou réagir à un témoignage. Quant à ceux qui laissent des messages sur le répondeur, n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour être rappelé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Pascal. Ah, Pascal ? Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Pascal. On entendait un bruit, vous aviez peut-être la télé allumée ou... Non ? Ah non, non, j'ai d'accord. rien à côté de moi. D'accord. Donc, bienvenue. Merci. Tout d'abord, bonne année à vous, Oui. à toute l'équipe et puis aux auditeurs qui À nous vous écoutent. aussi. Bonne année à vous. Voilà. Donc moi, ce soir, je vais vous appeler pour avoir un regard un petit peu extérieur sur une période d'incertitude, je dirais, que traverse mon couple. J'ai connu ma compagne en 1988. Ça a commencé par une histoire d'amitié, simplement. Ouais. Et puis, notre histoire n'a réellement débuté qu'en 2008, soit 20 ans après. Oui. Et j'ai été récemment divorcé, nos chemins se sont croisés. Et puis, pour nous, ce fut une véritable révélation. Et on s'est retrouvés à vivre un amour-passion pendant les 3 premières années de 2008 à 2010, en gros. Donc, nous étions inséparables, fusionnels, etc. Enfin, le coup de foudre, quoi. Et sans raison apparente, il y a des dissensions qui sont apparues en 2010 pour en arriver à une histoire de tromperie, où j'ai découvert une nouvelle facette de ma compagne, en fait. Oui. Et au détour d'un site internet, disons que j'ai découvert sur son ordinateur qu'elle avait un profil sur un site de rencontre où, sous couvert d'un pseudonyme, elle s'amusait, je dirais, à entrer en contact avec des hommes qu'elle ne connaissait pas. Ouais. Et puis, à travers des conversations érotiques explicites et des choses comme ça, en fait, elle les allumait, quoi. Ouais. Donc, pour moi, ça a été une grosse surprise. Et puis, donc après une sérieuse explication, nous sommes séparés un moment et puis nous avons recollé les morceaux et redémarré notre histoire, mais avec une confiance qui a été un petit peu Entamée, oui. Entamée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu quand vous lui avez fait part de ce que vous aviez découvert, de ce que vous saviez? Comment elle a expliqué ce comportement, ce qu'elle faisait sur ce site? En fait, ce qui se passe, c'est je pense qu'elle souffre intérieurement d'une blessure de jeunesse, de ne pas avoir été reconnue par son père biologique. Donc elle est née, elle connaît uniquement le nom de sa mère, mais elle n'a jamais connu son père. Et de ce fait, elle a un grand manque d'estime de soi. Et puis, j'ai l'impression qu'elle se venge un petit peu des hommes ou de la population masculine, justement, en cherchant à les mener un peu par le bout du nez, à les emmener
dans des terrains de séduction, de choses comme ça, pour mieux les laisser tomber après, quoi. Oui, vous pensez qu'elle essaye de tester sa propre féminité sur ces sites et de voir qu'est-ce qu'elle provoque et de chercher l'homme avec un grand H pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle quand elle est là-dedans. Oui, c'est votre analyse. Est-ce que ça, c'est votre analyse? Est-ce que c'est ce qu'elle vous a dit? Elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle, le problème, c'est qu'elle est dès qu'on rentre un petit peu dedans, elle se braque et elle se ferme comme une huître, quoi. Donc c'est très difficile d'entrer en dialogue, en contact, je dirais, dès qu'il y a des soucis de ce type-là. Et donc il n'y a pas eu d'explication possible là-dessus entre vous? Oui, non. Oui. Non, pas réellement, parce que, vous voyez, moi je pensais que cet épisode était passé. Et puis que notre couple revenait à un état plus stable. Et surtout qu'en mi-juin 2015, là, elle a commencé une thérapie justement pour essayer de parvenir à tourner la page sur cette histoire douloureuse de ses origines, quoi. Ouais. Donc elle voit un psychothérapeute qui procède par hypnose. Et donc je la trouve un petit peu perturbée en ce moment. Je dirais que je me demande si j'ai l'impression que la thérapie finit par semer le doute dans son esprit, en fait. Oui, ou peut-être que ça ouvre des éléments en travail et que c'est une période. Hein. Oui, effectivement, ça fait remonter des choses. Donc, c'est une période un peu particulière, voire qui peut être inconfortable. Là, vous avez donc repris il y a eu cette séparation assez brève. Hein. Assez brève, d'accord. Oui. Et vous avez repris depuis combien de temps? Je dirais qu'on est resté séparés très peu de temps, donc la vie quotidienne a repris le dessus. Oui. Et je dirais que c'est simplement depuis cet été, justement, depuis qu'elle a repris cette thérapie, que j'ai noté des changements dans son attitude. Et en fait, ce qu'elle me dit aujourd'hui, c'est elle n'est plus sûre de ses sentiments pour moi. Elle a l'impression de ne plus savoir où elle va. Qu'elle me considère non plus comme un amoureux et un amant, mais plutôt comme un grand ami. Et elle se pose énormément de questions sur cet amour, en fait, quoi. Oui, sur la relation, en tout cas. Oui. Voilà. Et au travers de tout ça, je me suis aperçu, par hasard, au fil d'une conversation, je me suis aperçu qu'elle continuait, qu'elle était revenue comme il y a 5 ans à des discussions téléphoniques là avec des hommes où pareil elle tient le même genre de discours. Donc ce qui fait que là je me suis aperçu le 20 ou le 21 décembre dernier là, et depuis j'ai coupé tous les ponts pour la mettre devant ces conneries, comme elle dit. Oui. Parce qu'elle admet qu'elle a un comportement qui n'est pas normal, mais elle me laisse comprendre qu'elle n'arrive pas à s'en défaire, quoi. Et depuis le 20 décembre, vous avez rompu, donc. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc vous n'avez plus de contact ensemble? Non, je ne l'ai pas revue depuis, si vous voulez, mais du coup, comme elle se sent à nouveau abandonnée, hein, on en revient toujours à la notion d'abandon et encore un parallèle à l'abandon par rapport à son père. Elle m'inonde de SMS en me disant qu'elle regrette, que je suis l'homme de sa vie, etc., etc. Mais aujourd'hui, moi, je finis par être dans le doute, puisque c'est la deuxième fois que je suis échaudé, et je finis par me demander si c'est pas une sorte de manipulation pour essayer de me ramener à elle. En fait, c'est chaque fois que je me rends compte de quelque chose et que je commence à m'échapper, elle me reprend comme ça, quoi, en fait. Ouais. La question qui se pose pour vous, Pascal, c'est quelle place vous occupez pour elle? C'est-à-dire, où est-ce qu'elle vous a mis psychiquement, hein, dans ce que vous me racontez, je me demande dans quelle mesure c'est pas vous qui occupez cette place de père, c'est-à-dire rassurant, et d'où, comme vous dites, ce sentiment d'être abandonné, où vous êtes l'homme de sa vie, c'est-à-dire, on dit ça aussi du père, hein, l'homme de sa vie, c'est-à-dire un homme stable sur lequel elle peut compter, mais pas un homme avec lequel elle se projette, où elle vit une sexualité qui serait d'ailleurs une forme d'inceste, pour autant qu'elle vous ait mis, vous, à la place d'un père. Bon, c'est une option,
Oui, que je vous propose, mais on sent qu'il y a une forte amitié, enfin que le couple a évolué dans une forte amitié, qu'elle compte sur vous, qu'il y a un quotidien qui m'a l'air d'être fluide dans le quotidien, dans ce que vous vivez. Et donc c'est juste sur ce terrain de l'intime, de la sexualité, que le couple n'arrive pas à trouver une entente. C'est dans ce domaine-là. Hein. Et alors, est-ce que, parce que vous dites, de 2008 à 2010, il y a une histoire très passionnelle. Est-ce que, et vous dites, sans raison apparente, des dissensions sont apparues en 2010. Est-ce que la vie intime, la vie sexuelle, à partir de 2010, a changé d'après vous? Et est-ce que là, il y a eu des changements dans ce domaine-là? Je dirais que c'était déjà un petit peu compliqué. C'est ça qui a fait apparaître les problèmes. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'étais plus demandeur qu'elle et elle exprime assez rarement son envie. Ouais. Et après, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le fait d'avoir ces conversations par le biais de sites de rencontres ou de conversations téléphoniques ou de choses comme ça, est-ce qu'elle n'épuise pas, entre guillemets, sa libido, ce qui fait que quand elle se retrouve avec moi, elle a beaucoup moins d'envie parce que quelque part, elle a un petit peu peut-être réalisé des fantasmes moralement ou des choses comme ça. Oui, mais est-ce que c'était le cas avant? Est-ce qu'entre 2008 et 2010, votre vie sexuelle était harmonieuse et équilibrée? Tout à fait. Oui. Et à partir de 2010, vous avez commencé à sentir un changement? Elle l'explique pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous les deux divorcés et que moi, de mon côté, j'ai 2 enfants et qu'elle en a 4. Ouais. Et donc, ils sont grands maintenant. Hein. Il y a les 5 plus vieux, entre guillemets, ont quitté la maison et puis il reste que le dernier qui a 16 ans. Et pour elle, il y a eu une cassure en 2010 qu'elle ne s'est pas expliquée. Hein. Et je pense, moi, que c'est peut-être par rapport à mes enfants. Où il y a peut-être eu un problème de relationnel et de non-acceptation entre guillemets de la belle-mère. Et comme elle se sous-valorise souvent et qu'elle elle manque beaucoup de confiance en elle, je pense qu'elle s'en est blessée. Et comme elle est assez rancunière, vis-à-vis de ma fille, entre autres, ça a marqué une différence, une séparation, si vous voulez. Et puis de là, le couple s'est un peu étiolé. Oui, et vous aviez besoin ou le sentiment d'être plutôt à défendre votre fille dans ces cas-là, ou comment ça s'est passé? Oui, je pense, oui. Donc c'est pour ça que... Elle s'est pas sentie protégée, oui. Voilà, soit sans avoir eu de conflit ouvert vraiment important, parce que je pense que ma fille devait avoir 13-14 ans à l'époque, donc je pense que ça s'est fait plus insidieusement par des petits sous-entendus, par des petites phrases, des choses comme ça auxquelles je n'assistais pas forcément moi. Mais j'ai le sentiment que le début et l'origine de quelque chose qui s'est délité dans le couple prend quand même sa source dans la sexualité, dans la relation que vous entreteniez ensemble, dans le corps à corps. Alors, comment elle se sentait? Est-ce qu'au début, après vos séparations respectives, elle a eu envie d'y croire qu'il y avait, comme vous dites, cette première rencontre en 1988, ce coup de foudre en 2008, et que tout s'est, j'allais dire, bien enflammé? Et est-ce que ça s'est pas étiolé? Est-ce que elle s'est pas retrouvée, elle, en tant que femme, dans la sexualité, mais tout de même très attachée à vous, dans un quotidien, dans une famille recomposée? Vous voyez, il peut se passer des choses un peu différentes au fond d'elle. Oui, famille recomposée, sachant que moi, je n'avais que la garde de mes enfants que tous les 15 jours, donc on les avait pas en permanence. Par contre, oui, c'est quelqu'un qui, je dirais, c'est une femme maîtresse qui aime beaucoup plaire. Et je pense que peut-être qu'au bout des 3 ans, la monotonie, entre guillemets, de la vie de tous les jours a commencé à s'installer. Et c'est de là pour elle, il faudrait pouvoir vivre un amour à 100 à l'heure, en permanence, jusqu'à la fin de nos jours, quoi, en fait. Hein. Elle a besoin de la passion. Ouais. Parce que si elle a la capacité, vous voyez, de parler avec des inconnus et de tenir des propos érotiques avec des inconnus, et le fait qu'elle le soit pas dans ce domaine-là avec vous, ça interroge son désir envers vous, son désir dans ce couple. C'est que cette femme, elle a du désir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, où est-ce qu'il s'exprime?
et s'il s'exprime ailleurs que dans le couple que vous formez, ça interroge votre relation à vous deux. C'est pas tant, vous voyez, Pascal, c'est pas, vous portez pas évidemment toute la responsabilité, mais il y a quelque chose entre vous dans ce domaine-là qui n'est ni discuté ni dit et qu'elle a besoin d'exprimer, mais qu'elle va exprimer ailleurs parce qu'il y a pas l'endroit entre vous pour l'exprimer. Alors peut-être d'aller voir ensemble un sexologue, un thérapeute, voyez, pour vous ouvrir de cette relation intime et faire le travail ensemble. Ça pourrait être une voie. Parce que c'est ça que vous avez à construire ou reconstruire entre vous. Oui, tout à fait. C'est une chose que je lui ai déjà proposée il y a 5 ans, justement, en me disant que j'avais ma part de responsabilité, justement, dans le couple c'est pas tant ça. Oui, mais c'est pas tant une part de responsabilité, c'est la façon dont elle vous vit, elle, en tant que femme, physiquement, dans la sexualité, dans la relation, quand vous faites l'amour, manifestement, elle vous vit pas comme elle aimerait, puisqu'elle a ce besoin où elle va par ailleurs vivre sa libido. Ça tient pas, c'est pas forcément votre responsabilité, c'est quelque chose qui se passe entre vous qui ne fonctionne pas sur ce plan-là. Mais pour ça, il faudrait pouvoir s'en ouvrir et en parler, qu'elle vous dise voilà ce que je sens pas bien, voilà ce qui me va pas, peut-être de faire le constat que sur ce plan-là, la relation ne lui convient pas ou ne vous convient pas. Vous, j'ai l'impression que ça vous convient, elle vous plaît, ça se passe bien pour vous. Oui, tout à fait, hormis le fait que la relation, je dirais, si elle arrive une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, pour moi, c'est pas suffisant vis-à-vis de l'amour que je lui porte, quoi. Oui, et dans ces cas-là, d'ailleurs, quand c'est une fois par mois, une fois tous les 15 jours, c'est vous qui êtes un peu, j'allais dire, obligé de prendre les devants. Oui, et ça se passe, comment vous êtes accueilli par elle dans ces cas-là ? Est-ce que vous la sentez réticente, elle se force un peu ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui et non, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est vrai que moi je serais beaucoup plus demandeur qu'elle, donc souvent elle se refuse à moi. Oui. Et c'est d'autant plus blessant qu'après quand je découvre bien sûr. Verbalement elle mais parle bien sûr, c'est blessant pour vous. De chaque comme ça. Oui. Et sinon non, je dirais que quand elle accepte le rapport, on va dire les choses comme ça. Tout se passe bien parce que j'arrive à lui apporter beaucoup de plaisir et de choses comme ça. Donc, oui, vous sentez qu'elle est bien après. Oui, voilà, tout à fait. Mais ce que je lui ai reproché plusieurs fois, c'est qu'elle ne soit, elle, jamais demandeuse. Donc ça me gêne quelque part. Bien sûr. Et si vous lui demandiez pourquoi juste parce que lui reprocher, voilà, c'est pas évident de reprocher ça à l'autre, mais de lui dire qu'est-ce qui fait vous voyez, sans juger, sans porter un jugement sur le besoin qu'elle a de parler à l'extérieur, mais de dire est-ce qu'il y a quelque chose chez moi, une façon que j'ai de m'y prendre avec toi qui te heurte et qui fait que ou est-ce que tu n'as plus de désir pour moi, mais j'ai besoin de le savoir. Vous avez besoin d'avoir des réponses à ces questions-là. Vous êtes même en droit d'avoir des réponses à ces questions-là en tant qu'homme, parce que sinon vous subissez la situation qui est effectivement très blessante pour vous et pour votre libido. Or, en vous écoutant et avec votre niveau de compréhension et de conscience, j'entends que vous seriez capable d'entendre si elle dit j'ai plus de désir ou j'ai pas de désir pour telle et telle raison, mais au moins que ce soit exprimé. Et là, il y a toute une immense zone de non-dit où vous pouvez tout imaginer. Et du coup, vous en arrivez à psychologiser beaucoup pour vous donner un élément de compréhension sur son absence, sa blessure enfant, le fait qu'elle connaisse pas son père. Donc vous avez été amené à faire tout ce trajet pour essayer de comprendre ce qui vous arrive. Mais dans le réel de ce qui est vécu, c'est-à-dire au jour le jour, dans la relation telle qu'elle se vit, vous n'avez pas les éléments de compréhension. Et ça, c'est difficile. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je bâtis des hypothèses constamment et je ne peux jamais me reposer sur des faits acquis et posés. Et en plus, ce sont des hypothèses qui très psychologiques, qui appartiennent à son histoire, qui peuvent
en partie, être vrai ou pas vrai, on n'en sait rien. Et donc pour vous, c'est un terrain un peu dangereux parce que si vous commencez à la lire constamment sous cet angle-là, vous pouvez partir sur des pistes qui vont pas être les bonnes pour votre couple. Or votre couple, il se vit dans l'ici et maintenant, dans la relation, et que c'est là où il faut le traiter, s'il y a à le traiter. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je lui fais des reproches par rapport à ses agissements et au fait que j'ai découvert, elle me dit toujours, il y a une phrase qui revient sans cesse, tu imagines toujours le mal. Et parce que pour elle, ce qu'elle fait n'est pas mal, ou elle ne le fait pas dans un sens de tromperie ou de choses comme ça. Et je dis, en attendant, le fait est que quand on l'entend de l'extérieur, c'est ce qui paraît être le cas, quoi. Mais elle me répète toujours, tu vois toujours le mal partout. Oui, vous pouvez lui répondre, c'est pas, je ne vois pas le mal, je suis blessée. Je suis blessée dans ma virilité, dans mon ego d'homme, dans ma libido, je suis blessée. Parce que c'est blessant. Donc de deux choses l'une, soit tu me désires plus, mais à ce moment-là j'ai besoin de l'entendre, parce que moi je ne le comprends pas. Mais qu'on puisse se dire les choses. Il faut que vous puissiez vous dire les choses. Quel type de couple on décide de former? Est-ce qu'on continue ensemble, mais on forme un couple d'amis, de compagnons, et chacun, je sais pas moi, a ses sexualités, mais peut-être ça vous va pas du tout? Ou est-ce qu'on décide vraiment de se séparer, mais qu'on puisse se dire les choses en tant qu'adulte, que vous êtes capable de l'entendre, sans juger? Il n'y a pas une histoire de bien et de mal là. Ah oui, non, tout à fait. Voilà. Donc quand elle vous dit ça, c'est pas je vois pas le mal, je suis très blessée et j'ai besoin de le comprendre parce que oui, j'imagine plein de choses parce que je manque d'éléments de compréhension et que je préfère peut-être entendre que tu y as pas de désir pour moi et où tu aimes pas particulièrement faire l'amour avec moi, où il y a des choses quand on fait l'amour qui ne te vont pas. Ça se parle une sexualité, Pascal, hein. C'est important d'en parler. Oui, tout à fait. Mais je dirais que moi, je suis quelqu'un enfin, psychologiquement, à être à l'écoute de l'autre. Oui, on sent que vous parlez facilement. Mais le problème que j'ai, c'est qu'en face de moi, j'ai un mur, quoi. Chaque fois que je veux aborder un sujet un petit peu comme ça, alors, elle n'a pas été habituée certainement à en parler, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal à s'ouvrir sur ce style de chapitre. Mais une question aussi simple que celle que je vous propose, qui est: est-ce que tu me désires encore ou pas? Et si tu ne me désires plus, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour ça ou pas? Ce sont des questions toutes simples. C'est presque une réponse par oui ou par non, là. Hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h sur les réponses. C'est très direct. Mais au moins, ça vous permet, vous, de vous positionner, elle de se positionner et de se dire les choses en face, aussi difficile que ça puisse être. Mais la vraie question, elle est là. Elle est dans une question de désir. Peut-être aussi, après, au moment de l'acte et pendant que vous faites l'amour ou pendant que vous la désirez ou au début, d'essayer de lui parler pour savoir un peu qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qu'elle aime, peut-être de jouer avec elle, puisqu'elle est joueuse et qu'elle est capable d'entretenir des conversations érotiques avec des inconnus. Vous avez là quand même, vous, quelque chose, une carte à jouer. Pourquoi vous ne la jouez pas vous aussi, cette carte-là, après tout? Oui, tout à fait. J'ai du mal. Oui, vous avez du mal. Non, mais je vous dis pas de rentrer forcément dans ce jeu-là si c'est pas le vôtre, mais ça veut dire aussi qu'elle vous met pas à cette place-là. Et que ça, c'est quand même, ça vous interroge parce qu'elle est capable de mettre d'autres hommes à cette place-là et pas vous. Donc elle vous met bien à une place puisqu'elle tient à vous, elle vous rappelle, mais peut-être qu'elle vous met à une place totalement asexuée, d'amis, de compagnons, de figures de père. C'est très certainement ça. C'est-à-dire qu'elle est clivée, elle vous aime, mais elle ne peut pas vivre sa sexualité avec vous. Et vous savez, c'était la grande explication de Freud dans Totem et Tabou, qui disait là où la personne désire, elle n'aime pas, et là où elle aime, elle ne désire pas. Et elle est peut-être clivée là-dedans, elle. C'est-à-dire que son désir est extérieur à la personne qu'elle aime. Elle désire des inconnus ou à jouer sur Internet, et peut-être qu'elle vous aime profondément, mais elle ne matche pas le désir avec l'amour. Elle ne lie pas les deux. Ça peut être ça aussi. Mais tout ça se discute, s'entend. Et si elle est d'accord pour aller consulter et que vous l'êtes aussi ensemble, un sexologue ou une sexologue, ça va vous aider à ouvrir le dialogue sur ce sujet-là, sur ce sujet du désir.
Aller voir un sexologue, c'est pas forcément parler de technique, c'est pas dire j'y arrive pas, c'est parler de, parce que la sexualité, c'est une histoire de relation avant d'être une histoire de technique. Et vous le décrivez très bien, c'est un problème de relation dans l'intime, de couple. Tout à fait. Mais est-ce que cette thérapie de couple peut se faire en même temps que la thérapie qu'elle a commencé par rapport à... Bien sûr. Oui, ça ne pose pas de problème. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais de toute façon, oui. Avec 2 thérapeutes différents, je dirais. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais vous pouvez très bien avoir un travail ensemble dans ce domaine-là. Elle en informera son thérapeute, mais elle est en train de travailler sa propre histoire et peut-être de déterrer des démons ou des choses dont et ça la perturbe un peu parce que quand on remue quelquefois un peu des choses douloureuses du passé, on retraverse des traumas ou des choses difficiles. Donc là, vous pouvez noter effectivement que ça peut lui créer un peu de confusion, mais attention à bien séparer les choses. Il y a son histoire à elle et puis il y a vous deux et c'est pas la même chose. Et mélangez pas, et son histoire à elle n'est pas la vôtre. Et ne la psychologisez pas trop non plus. Ne cherchez pas trop à psychologiser ses comportements parce que vous rentrez du coup dans son histoire et vous vous retrouvez prisonnier de ça. À trop essayer de comprendre, vous voyez, son histoire. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que j'avais un petit peu peur justement de l'amener à me raconter ce qui faisait qu'elle se mettait dans des situations pareilles, des choses comme ça. Je me disais, est-ce que c'est mon rôle à moi de compagnon et d'amant que d'entendre alors là-dessus, oui, à partir du moment où votre rôle de compagnon et d'amant, et vous avez bien dit les 2 mots, parce que vous êtes son amant, bien sûr que ça vous concerne, puisque là, c'est un territoire que vous partagez ensemble. Et elle va sur ce territoire-là, avec d'autres hommes, vivre autre chose. Mais vous, c'est quand même un territoire que vous partagez. Donc oui, bien sûr, là, vous êtes concerné. Vous n'êtes pas concerné dans son histoire de femme, mais vous avez besoin de comprendre en tant qu'homme qui vous êtes pour elle, ou à quelle place elle vous met, comment elle vous vit, est-ce qu'elle vous vit bien en tant qu'amant ou pas, juste en tant qu'ami, mais vous avez vraiment besoin de savoir ça. Pour vous, prendre votre décision de est-ce que j'accepte d'être cet homme-là pour elle, ou moi ça me va pas parce que j'ai besoin d'autre chose. Et si elle est d'accord, d'aller le travailler ensemble et d'aller s'en ouvrir à un sexologue. Sans la juger encore une fois. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans des comportements... Parce que si on elle a des comportements déviants, c'est pas bien. Non, c'est pas une histoire de voir le bien ou le mal, c'est qu'il y a une blessure là. Il y a une blessure dans le couple. Et de vous, particulièrement. Et donc ça peut pas rester comme ça. C'est comme un abcès, vous voyez, entre vous. Et ça doit être traité. Voilà, oui. Et puis je vois bien que... je dirais que cette thérapie de couple, je lui avais proposé déjà il y a 5 ans et j'ai laissé tomber parce que la situation me semblait se mettre à la normale, entre guillemets. Et je m'aperçois que non, quoi, en fait. Et que, comme vous disiez, l'abcès, il date d'il y a 5 ans et il n'est toujours pas crevé aujourd'hui, quoi. Donc, on en revient à recréer les mêmes conditions, les mêmes choses et redémarrer les mêmes histoires. Oui, et ça peut pas durer parce que vous en souffrez et elle en souffre aussi. Et tous les deux, vous vous faites mal, bien sûr. Chacun de notre côté, on se blesse mutuellement. Et... bon courage à vous, Pascal, hein, et puis tenez-nous au courant éventuellement de vos démarches, mais je vous souhaite en tout cas en 2016, en tout cas d'ouvrir le dialogue là-dessus, quelle qu'en soit l'issue. Merci beaucoup, Sophie, pour ces éclaircissements, parce que ça me permet de remettre les choses en place, en fait. Oui, formidable. Merci à vous, Pascal. Hein. Bonne nuit à vous. Merci de nous avoir appelés. Je vous en prie, bonne soirée. Jusqu'à 1h sur Europe. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. J'ai une histoire très particulière à raconter. Oui. C'est une histoire d'amitié, d'amitié profonde, de 2 personnes que j'ai rencontrées il y a 6 ans, 7 ans déjà. Et ce sont 2 personnes qui tiennent un établissement de restauration sur Paris. Et ce sont des gens que j'ai appris à connaître. On a appris à se connaître mutuellement, on a appris à s'apprécier, à partager beaucoup de choses. Et donc on était proches, on se voyait tous les jours, on se voit toujours tous les jours. Ouais. Mais il y a quelques mois, une personne est arrivée, un client est arrivé, on va dire. Il est arrivé tous les jours et il est devenu un peu plus présent, un peu plus
oppressant, on va dire, puisque il y a une affaire de pression là-dessus. Ouais. Progressivement, il a entamé un dialogue avec mes amis, il a appris à les faire sourire, il a appris progressivement à m'isoler, et je me suis retrouvé à plusieurs reprises en leur compagnie, mais complètement transparent. C'est-à-dire que j'étais avec eux, je discutais avec eux, d'un seul coup, cette personne rentre dans l'établissement, et il fait ce que j'appellerais de la PNL, c'est-à-dire de la technique de la communication. Programmation neurolinguistique, oui. Exactement. Et au moment où il enclenche cette démarche, je deviens dans le groupe invisible. Mais au point où ma souffrance est telle que je vois les choses se dérouler devant moi. J'ai essayé d'en parler à mes amis, mais ça n'a rien fait. J'en ai parlé à trois autres personnes qui étaient là aussi de temps en temps, qui elles ont vu ce qui se passait. Et qui réalisent quoi? Oui, qui réalisent. Rien, qui a essayé de désenclencher tout ça et d'expliquer à mes amis ce qui se passait réellement. Et mes amis ne me voient pas. Ils ne me voient pas. Oui. J'en souffre énormément. Et alors, je sais bien, une amitié s'achète pas. C'est évident qu'une amitié s'achète pas, mais quand elle est profonde à ce point-là, le fait d'être séparé et que les choses se déroulent sous ses yeux sans rien pouvoir faire, c'est horrible. Ouais, vous vous sentez évincé en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez me raconter, vous voyez, presque comme une anecdote, racontez-moi comme une scène que vous vivez, parce que vous dites il a des techniques. Essayez de me raconter une scène qui se passe où il rentre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que répondent les autres. Vous, du coup, quelle posture vous avez, comment vous reprenez la main ou pas. Essayez de me raconter une scénette, oui, ou pas. Ou pas. La scénette, une scénette marquante. Oui. Je discutais avec eux. Donc, le garçon était derrière le comptoir à servir les clients et sa femme était du côté client et discutait avec moi. Discussion tout à fait banale. Donc c'est un couple d'amis, hein, un homme et une femme. C'est un couple d'amis. D'accord. Exactement, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais à mes amis à qui j'ai essayé d'en parler. C'est une vraie histoire d'amitié. Ça veut dire que je vois bien les frontières entre l'amitié et l'amour. J'arrive bien à faire la différence. Je suis marié. J'ai aucun problème de distinction des deux choses. Et c'est une vraie histoire d'amitié. Et je suis allé jusqu'à faire une déclaration d'amitié à ces gens-là parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de leur dire ce que je pensais d'eux. Et donc la scénette, c'est voilà. Donc je discute avec elle. Et d'un seul coup, il rentre. Il pose ses affaires sur une chaise. Et il pose la main sur l'épaule de cette femme. Et au moment où il pose la main sur l'épaule de cette femme, elle commence à le regarder et il commence à s'échanger des sourires, il commence à s'échanger des anecdotes. Je n'existe plus. Je suis à 1,2 m, je n'existe plus. Et reprendre la main, mais en fait, non, on ne peut pas reprendre la main. On voit les choses se dérouler devant soi, on voit qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal parce qu'il y a eu un élément déclencheur et on ne peut plus rien faire. Et alors, on se sent plongé dans un désarroi qui est tel que on voit pas la solution. Enfin, l'amitié était tellement loin qu'on se sent pas trahi, mais qu'on se sent mis à l'écart pour des fausses raisons que du coup on ne sait pas comment réagir et du coup on dort plus, on mange plus. Oui, je sens à quel point vous êtes blessé, atteint, meurtri, comme si on vous avait volé vos amis, comme si cet homme vous avait volé vos amis. Quand vous parlez de technique, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qu'il fait que vous ne faites pas et que vous pensez que c'est à cause de ça que vous perdez vos amis? Mais qu'est-ce qui fait que vous avez perdu presque la confiance que vous avez dans la solide amitié quand même qui vous lie? Parce que peut-être que ces amis seraient très étonnés d'apprendre à quel point vous souffrez de ça parce qu'ils vous aiment toujours énormément. Enfin, ils ont toujours beaucoup d'amitié envers vous. Donc voilà, comment on en est arrivé là? Mais en fait, ça durait déjà depuis un moment, sauf que j'ai pas réagi immédiatement. Je me suis retrouvé, les établissements aujourd'hui sont non-fumeurs, donc comme ces gens fument, et moi non,
à un moment donné, ces gens s'isolent dans une petite pièce à l'arrière pour éviter de gêner les clients, etc. Et à un moment donné, plusieurs fois de suite d'ailleurs, je rentre dans cet établissement, je vois les manteaux de mes amis et je les vois pas. Et pendant 10 minutes, 20 minutes, je vois personne. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, mon ami il revient derrière le comptoir, il sert les clients, etc. 20 minutes se passent toujours et je ne vois toujours pas les autres arriver. D'un seul coup, je me dis, mais c'est pas possible, je vais faire quelque chose. Donc, je rentre dans la pièce où, effectivement, ils sont en train de fumer. Et au moment où j'ouvre la porte, je sens une lourdeur, un silence pesant qui prend à la gorge, qui se dit, mais qu'est-ce que Comme j'ai si bien vous pu les faire en dérangiez. ouvrant cette porte? Comme si vous Exactement, les tout à fait. dérangiez. Oui, c'est le sentiment que vous avez. Mais Mm. c'est exactement Mm. ça. Et donc ça s'est reproduit plusieurs fois de suite sans que je réagisse, parce que je me suis dit, bon, ok, il doit se passer quelque chose, mais je me fais des idées, allez, enfin voilà, je veux dire, je vais pas en faire plus état que ça. Et donc il s'est passé plusieurs semaines, et à un moment donné, j'ai pris cette troisième personne à part, je lui dis, écoute, je veux te parler. Oui. Je veux te parler. Oui. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un malaise avec moi? Oui. Je lui dis, à chaque fois que je rentre dans une pièce, voilà, il y a plus de sourire, il y a plus rien, il y a un grand silence, il y a machin, etc. Et je savais très bien qu'il se passait quelque chose. Et il me dit, mais non, je ne comprends pas ce que tu me dis. Il y a absolument rien. J'ai rien contre toi. Je te respecte beaucoup. Je suis très étonné que tu me parles de ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, les choses sont tellement flagrantes qu'il ose me dire qu'il ne se passe rien et qu'il ne comprend pas ma démarche. C'est impossible. Donc, je n'ai pas pu faire autrement que d'en parler à mes amis. Oui. Pour leur dire, mais il y a un problème. Je veux dire, vous voyez pas, je voyais pas ce qui se passe. Il y a un vrai problème. Vous voyez pas que ce type-là m'isole et qu'on se voit plus, qu'on se parle plus, qu'on répète plus des mêmes choses, etc. Et ils ont eu tellement l'air surpris de ma démarche que j'en étais gêné. Je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait de leur en parler? Oui, ils n'ont pas compris. Pourquoi ils ne voient pas les choses? J'ai eu beaucoup de mal. Alors, ils ne voient pas les choses, Robert, parce que c'est bien votre perception, là, pour le coup. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison, hein, encore une fois. Ça veut dire que c'est ce que vous percevez, pour vous c'est très réel. Vous le percevez tel que vous nous le racontez là. Par contre, eux ne perçoivent absolument pas ça. Donc vous avez deux perceptions opposées. Maintenant, quand la perception arrive, vous êtes dans une émotion qui est celle d'une tristesse, d'un rejet, de quelque chose de douloureux. Et du coup, l'action que vous mettez en place, c'est une action de retrait. C'est puisque je suis rejeté, mal aimé, je vais me mettre en retrait. Moyennant quoi, vous arrivez dans votre logique de pensée à la fin par vous dire c'est à cause de lui et moi je suis rejeté. Mais dans tout ce processus que je viens de vous décrire et votre émotion vous entraîne là-dedans, vous ne reprenez pas la main sur une perception qui est ok, il leur plaît beaucoup, mais je reste leur ami différemment et on a toujours un lien. Et donc de travailler un peu sur cette émotion que vous ressentez. Parce que cette émotion qui vous... Et alors, peut-être, et là c'est un auditeur Kissing So, là, qui émet cette idée, que je trouve excellente, qui dit les inviter à l'extérieur, faire d'autres choses, ne pas rester sur le même terrain. Est-ce que ça, vous l'avez fait? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que voilà, ils ont des horaires qui sont tellement de restaurateurs, du coup, mais ils n'ont même plus de vie privée, donc c'est très difficile de les entraîner à l'extérieur. Mais l'auditeur a complètement raison. C'est ce que j'ai essayé de faire au début, et malheureusement, on n'a jamais trouvé de créneau. Mais il y a bien un moment donné où ils ferment l'établissement. Vous passez pas, par exemple, comme ce sont des très bons amis, et que vous aussi vous êtes mariés, les deux couples passent pas des vacances ensemble. Il y a pas, voyez, des moments où vous vous retrouvez. On a eu l'occasion de se croiser en vacances il y a quelques années, effectivement. Bon, c'était génial, mais on n'a pas vraiment passé de vacances ensemble. J'adorerais passer des vacances avec eux, et bien entendu, je leur proposerai dès l'instant où ils pourront fermer l'établissement et partir en vacances. L'établissement est relativement jeune, donc pour le moment, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Mais effectivement, oui, se voir en extérieur, bien entendu. Il faut bien comprendre. Vous me posiez la question tout à l'heure. Il faut bien comprendre que pourquoi je parlais de PNL et de techniques de. Oui, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Oui. Mais oui, parce que étant le seul quasiment le seul à voir les choses, il y a quand même une deuxième personne qui a vu les choses dans l'établissement et qui me soutient. Curieusement,
en fait, il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans l'établissement. Il y a beaucoup de gens qui apparemment m'apprécient aussi beaucoup. Et quand ils voient mon état de tristesse, j'ai 5, 6, 7 personnes qui viennent me soutenir, qui me prennent dans leurs bras. Enfin, je veux dire, c'est un établissement très particulier où les gens sont... Enfin, c'est presque une famille, là. Oui, vous me racontez presque une histoire de famille, hein. Oui. Ah, c'est fou, hein. De quelque chose de très fort, enfin, qui génère quelque chose, beaucoup d'affect, donc, de la part de ce couple. Énormément. Ouais. Et donc, les gens, voilà, s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose, que je suis triste, que je paye probablement pour des choses que j'ai pas faites. Alors justement, quand vous parlez de PNL ou de technique de com, il est quoi cet homme ? Il est consultant, il est PNListe ? Non, il est rien. Il est rien. C'est un technicien, jeune. Mais pourquoi vous évoquez ces techniques-là ? Vous les connaissez vous-même ou vous voyez j'en connais un petit peu, mais parce que j'ai été responsable commercial d'une grosse société aussi, et qu'il a fallu aller chercher les clients. Et donc vous avez été formé à ces techniques de vente. Oui, c'est les fameuses techniques de vente. Techniques de vente, exactement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il se passe quelque chose. Pourquoi je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au moment où il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose. Donc je suis allé voir une hypnothérapeute. Oui. Je lui ai parlé de mon problème. Elle a essayé de me traiter. Alors parce que je souffrais trop, parce que je voyais aucune ouverture devant moi, aucune solution. Et elle a bien compris mon problème. Elle a bien essayé de me faire lâcher prise, puisque c'était l'objet des séances, mais c'est impossible. Et du coup, je me suis intéressé à ce que j'avais moi-même déjà fait dans ma vie. Je suis allé revoir mes cours de PNL, etc. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement... On a un élément déclencheur, qui est en l'occurrence ici la main posée sur l'épaule. Il a dû donc se passer quelque chose avant, c'est-à-dire une situation de joie, de gaieté, une bonne blague, ou je ne sais pas exactement, qui a dû se produire au moment où il a entamé ce processus déclencheur, qui se reproduit en fait à chaque fois. Ok Robert, mais vous voyez, quand bien même il serait dans j'allais dire une entreprise de séduction, hein, et quand bien même, je vous suis, l'emploi des techniques, des gens extravertis peuvent tout à fait mettre la main à l'épaule sans pour autant, vous voyez, partir dans des techniques très particulières. Peut-être qu'il est effectivement une séduction. Ce qui est intéressant peut-être pour vous, et quand vous dites, vous avez essayé de travailler dessus, la piste, moi, de travail que je vois pour vous, c'est de quelle façon ça résonne en vous, c'est qu'est-ce qui se passe en vous pour que vous puissiez reprendre la main sur vous-même et cette histoire de place, parce que vous vous sentez alors éjecté d'une certaine manière ou abandonné, mis de côté, et c'est validé par d'autres qui l'observent, mais ce qui interroge, c'est d'où vous vient à l'intérieur de vous cette émotion, parce que dès que vous aurez pu mettre des mots et comprendre qu'est-ce que ça touche en vous, vous pourrez de nouveau agir pour être plus tranquille, pour montrer votre vrai visage, parce que plus vous vous mettez en retrait, plus vous validez le scénario, et plus vous laissez la place à l'autre d'une certaine manière, et vos amis ne vous voient plus, et vos amis, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que Robert se met en retrait, et qu'il est un peu tristounet, et qu'il est plus le même homme, et qu'il est en train de changer. Donc qui change, qui commet des erreurs, qui fait des blagues qui tombent toujours à plat. Qui tombent à plat, parce que vous vous mettez vous-même, vous vous mettez vous-même en difficulté, parce que votre émotion, ce que vous vivez, vous met vous-même en difficulté. Donc, plutôt que d'être obsédé par ses agissements à lui, vous voyez, c'est vous qui êtes quasi sous emprise de lui, c'est-à-dire vous essayez de le comprendre et de le percer à jour pour pouvoir agir, alors que la véritable action, elle est à l'intérieur de vous. Dès que vous aurez accès à vous, vous allez retrouver cette joie de vivre, cette place, vos amis, et cet homme-là n'existera plus, il sera insignifiant pour vous, parce que vous serez bien en vous-même. Alors, justement, il y a Pnop qui dit, ça me fait penser au film Harry, un ami qui vous veut du bien, vous savez, l'ami envahissant. Mais ça, toute cette histoire que vous me racontez, en fait, vous renvoie à vous, et le travail vraiment que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de voir dans cette émotion, qu'est-ce qui vous appartient. Il y a Frisia qui dit, est-ce qu'il y a une histoire d'enfance, est-ce qu'il y a une place dans l'enfance. Alors, évidemment, on peut aller rechercher peut-être, hein. Mais ce qui est intéressant, peut-être aussi dans l'ici et maintenant, c'est ce couple d'amis, ce qu'il représente. Qu'est-ce que vous avez le sentiment de perdre ?
Qu'est-ce qui est important dans les signes? Parce que du coup, vous manquez de signes de reconnaissance de leur part. Oui, c'est exactement ça. Et comment se fait-il que vous acceptiez vous-même, finalement, envers vous-même, de vous sentir rejeté par eux, alors que de fait, peut-être, ils ne vous rejettent pas, c'est juste l'autre qui prend un peu de place, mais ça vous empêche pas d'en prendre non plus. Oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est un sentiment qui est nouveau pour moi, dans le sens où c'est une histoire d'amitié, mais une histoire d'amitié comme j'en ai jamais vécu. Qu'est-ce qui représente ces amis, pour vous? Oui. Qu'est-ce qui représente? Beaucoup de choses. À la limite, on fait pas le même métier. J'ai un métier différent, même si j'espère un jour qu'on travaille ensemble sur d'autres choses. Qu'est-ce qui représente? Une famille. Je crois que j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment, celle que vous aviez envie d'avoir. Des parents, des frères et sœurs, des cousins, un peu tout ça. Vraiment des frères, frères et sœurs. C'est une émotion que je n'ai jamais ressentie auparavant. J'ai vécu des histoires d'amour. J'en vis une avec mon épouse et c'est génial. Et ça fait des années que ça dure et c'est génial. Et là, c'est une vraie histoire d'amitié. On partage des choses. J'arrive chez eux, je me sens vraiment comme chez moi. Ils m'ont accueilli comme si j'étais chez moi et je veux dire, si personne n'a vécu une histoire d'amitié comme ça, il faut la vivre une fois dans sa vie. Il y a un bien-être qui sort de tout ça, vraiment une et cet homme, d'accord. Et cet homme, qu'est-ce qui vous enlève? Qu'est-ce qui vous prend? Leur attention, l'attention qu'il vous portait? Il y a moins d'attention? Beaucoup moins d'attention, mais en fait, oui, ils m'ont retiré le sourire que j'avais de leur part et que j'ai quasiment plus. Qui était celui d'être un peu l'unique? Qui était celui d'être un peu le préféré, on va dire, ou l'unique? L'unique, non, mais le préféré peut-être, oui. Et là, une histoire de place. On revient à l'enfance, évidemment. Oui, comme une histoire de place qu'on vous a pris, en fait. Quelqu'un arrive et ce quelqu'un peut, par une main sur l'épaule ou des échanges dans une cuisine avec une cigarette, me prendre ma place, quoi. Et donc, est-ce que j'étais à ce point aimée, appréciée, pour que un étranger, entre guillemets, arrive et puisse me prendre aussi facilement ma place? C'est à ça que ça renvoie. Et donc, j'ai perdu confiance en moi et j'ai perdu ma place, bien sûr. Alors, il y a Angèle qui demande, est-ce que vous en parlez à votre femme et qu'est-ce qu'elle en dit? Très bonne question. Alors, j'en ai pas parlé pendant des mois. Oui. Et elle a bien vu que ça n'allait pas. Oui. Vous êtes ému, Robert? Oui. Oui, ça touche très profond, cette histoire. Et j'en ai parlé. À un moment donné. Enfin, j'ai pas pu lui en parler, en fait. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit par email à son travail. Et je lui ai dit, écoute, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça fait des nuits que je dors plus. Ça fait des jours que je ne mange plus. Et je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai dit quelle était ma situation. Et je lui ai dit, il faut que je comprenne. Je lui ai dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Donc je lui ai dit, je vais passer un peu plus de temps avec eux le soir pour essayer de trouver le moment de pouvoir en discuter avec eux et peut-être de désenclencher le malaise, etc. Et elle m'a répondu, je lui ai fait un email de 10 pages, et elle m'a répondu, écoute, si tu sens que tu as besoin de le faire, fais-le. Il n'y a aucun problème. Je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, il se passe rien, je ne te trompe pas, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Je lui ai dit, il n'y a rien de tout ça, mais je lui ai dit, je vis une histoire qui me fait mal, et j'ai besoin de comprendre, et j'ai besoin de trouver la solution. Et elle m'a dit, vas-y. Oui. Bon, et vous en avez plus reparlé de vive voix depuis? Non, parce qu'elle savait qu'il fallait que je mène à terme cette démarche. Robert, ce qui serait intéressant pour vous, ce serait éventuellement avec peut-être l'aide d'un thérapeute,
de mettre à jour qui est ce couple pour vous dans votre histoire. Plus que, bien sûr, là vous mettez des mots et on échange quelques instants ensemble. Mais voyez, là vous souffrez tellement ce couple a une résonance dans l'histoire du petit garçon que vous avez été, et vous avez mis ce couple à une place tellement importante pour vous. Et encore une fois, pourquoi pas, il y a pas. Mais quand vous allez la trouver, cette place-là, là où vous les avez mis, parce que vous êtes entré en dépendance d'eux, et perdre leur regard, perdre leur reconnaissance, ça vous enlève le sommeil, ça vous enlève de la nourriture, et donc ils sont à une place qui n'est pas tout à fait juste dans votre vie. Il y a une projection, il y a quelque chose d'eux en vous qui n'est pas à la bonne place pour vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes aussi déboussolé par cet homme qui arrive et qui vous les prend. Il y a un petit garçon très très en souffrance là, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive. Et ça n'enlèvera rien à votre amitié, elle n'en sortira que plus belle parce que à la bonne place. Là, elle n'est pas tout à fait à la bonne place. La bonne place pour vous dans ce que vous vivez. Parce que c'est pas très juste ce que vous vivez pour vous, d'en perdre le goût de vivre d'une certaine manière et votre confiance. C'est pas juste, bien sûr. Vous voyez. Donc c'est important d'aller travailler ça, et vraiment je vous y encourage avec beaucoup de bienveillance envers vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous, Robert. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la libre antenne qui se poursuit un samedi soir, une soirée où il est question plus qu'à l'accoutumée de parler d'amour et tout particulièrement de toutes ces difficultés et souffrances qu'occasionne la grande affaire des êtres humains que nous sommes. Alors en ce début d'année, je vous souhaite de relever le défi auquel nous confronte l'amour, celui d'arriver à allier amour de soi et amour de l'autre, de vivre, pour paraphraser Winnicott, un amour suffisamment bon, c'est-à-dire un amour qui n'attaque pas, ne manipule pas et n'envahit pas. Allez, on continue de parler d'amour ce soir, tout comme Pascal et Robert que nous avions en début d'émission, d'apprendre à accueillir en soi ce qui nous bouleverse plutôt qu'à chercher les réponses dans les comportements des autres. Quentin et Corentin, fidèles au poste, vous accueillent au 39 21 et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir ou dialoguer avec un auditeur en direct en appelant le 39 21 ou envoyer également des SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou nous écrire sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Voilà, c'est déjà très gentil d'avoir sélectionné ce soir mon appel. J'ai très mal fini l'année 2015. Oui. Et je rattaque au 1er janvier. Je crois que j'ai mis le pavé dans la mare, en fait. Voilà, j'explique un petit peu. Oui. J'ai divorcé au bout de 3 ans de procédure, donc j'ai mon divorce qui a été prononcé au mois de septembre. Depuis la séparation avec mon mari, j'enchaîne relation sur relation. Je n'arrive pas à rester seule. Oui. Donc des relations qui sont soit vivre avec la personne, j'ai vécu 2 ans avec une personne, soit essayer de vivre chacun chez soi, et puis c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Et donc là, il y a 8 mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait énormément vibrer, qui a beaucoup de charisme, qui est un séducteur, on peut dire ça. Et au départ, j'ai géré.
voilà, je me trouvais plutôt en haut, c'est-à-dire que j'étais très, très bien dans ma peau, très amoureuse, je faisais plein de choses, pleine d'énergie. Ouais. J'étais quelqu'un de très positif pour moi. Et puis, au fil du temps, s'est mis en place un système, je peux dire que c'est un système, en fait, où j'ai commencé à programmer ma vie qu'en fonction de lui. Ouais. C'est-à-dire que tout passait après, c'est-à-dire que lui passait avant mes amis, avant mes enfants. Et jusqu'à là, quelque chose de très fort, c'était réciproque, enfin, elle me le disait. Ouais. On se voyait à un rythme à peu près de 1 à 2 fois par semaine. Et puis, il y a 1 mois de ça, il est parti en Allemagne pour voyage d'affaires. Et son retour, je m'attendais vraiment à le voir. Et en fait, j'étais très déçue. Il m'a fait patienter encore 1 semaine. Et parce qu'il y a eu des événements à régler. Enfin bon, il m'a expliqué pourquoi. Donc ça a été quand même assez difficile pour moi de patienter 3 semaines sans le voir. Et puis, je m'attendais à ce qu'on fasse le 31 ensemble. Et là, il m'a dit froidement que non, il voulait être seul. Et là, je me suis effondrée. J'ai rien compris. Oui. Et je n'ai pas pu me retenir le lendemain, le 1er. Donc, j'ai demandé à lui parler, d'avoir un petit échange au téléphone. J'ai pas pu retenir ce que je ressentais. Donc, il m'a souhaité la bonne année avec beaucoup de gentillesse. Et moi, je lui ai dit, voilà, j'aimerais te parler. Je voudrais savoir exactement qui je suis pour toi, ce que je représente. Parce que pour moi, c'était symbolique, en fait. Oui, le 31 décembre. et c'était possible. Et c'était possible de le passer ensemble. Ah oui. Oui. Oui, il était seul, j'étais seule. Donc, pour moi, c'était évident que... Et même, j'ai été très loin. Je dis, écoute, je fais juste l'aller-retour. Je veux juste te voir, te souhaiter la bonne année et je repars. Est-ce que vous habitez pas à côté? À 1 heure. À 1 heure, oui, d'accord. Ouais, c'est pas... Et donc, vous êtes parlé le 1er? Le 1er, bien sûr, il m'a souhaité la bonne année gentiment. Et moi, je lui ai souhaité la bonne année un peu tendue. Et je lui ai dit que je voulais savoir où j'en étais. Oui, et qu'est-ce qu'il vous a poursuivre répondu? ou pas. Et là, il a été très... Il est passé d'un extrême à l'autre. Il m'a dit, mais... Enfin, tu te fous de moi. Voilà. Donc, j'ai été très surprise. J'ai été même... j'ai rappelé... Oui. Je suis hyper déçue. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous a dit à part il vous a dit, tu te fous de moi, c'est ça? Voilà. Et puis oui, un peu plus vulgairement, et c'est tout. En disant que déjà, j'ai dit que votre question était nulle et non avenue. C'est un peu ça. Voilà. Qu'il n'avait pas besoin de ça et que... Voilà. Donc, je suis restée très... Comment dire, un peu sous le choc, quoi. Ah oui. J'ai pleuré toute la journée, je me suis effondrée, j'étais déprimée. Tout le monde essaie de me remonter le moral. Moi, j'ai pas forcément envie que ça s'arrête. Et parce que je trouve ça hyper brutal. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous comprenez, vous, de tout ça? Ou qu'est-ce que vous comprenez que vous n'avez pas vu ou pas compris? Vous voyez, qu'est-ce que vous en dites, vous, pour vous-même, hein? En fait, je pense que comme d'habitude, je m'attends à autre chose que ce qui est la réalité. En fait, je rêve beaucoup. Oui, vous voulez dire que vous vous racontez une histoire qui n'est pas complètement celle que vous vivez. Qui n'est pas exactement. Et jusqu'à ce que je vois, que je me... Oui, que la réalité vienne brutalement se poser là devant vous, en fait. Voilà. Et en fait, je commence à regrouper un petit peu les pièces du puzzle. Oui. Et là, ça commence à apparaître. Oui. Voilà, c'est ce que je fais. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne parle pas suffisamment tôt aux gens. C'est ce dont je me rends compte. C'est-à-dire que je reste avec ce que je pense.
Par exemple, là, dans cette relation, donnez-moi un exemple où vous n'avez pas entendu les signaux et qu'est-ce que vous n'avez pas dit à temps? C'est de vous effacer justement quand vous disiez je le fais passer avant. Oui. C'est d'être tout à lui quand vous êtes avec lui. Voilà, exactement. Je ne veux pas gâcher le moment, donc j'évite de parler des choses qui fâchent et je garde pour moi. Alors qu'il y a des choses qui ne vous vont pas. Voilà, il y a eu des choses qui me convenaient pas, qui n'étaient pas si graves. Mais par exemple, j'ai laissé passer. Donnez-moi un exemple de quelque chose que vous avez laissé passer, que vous avez considéré que c'était pas si grave. Eh bien, cet été, on s'était rencontrés 3-4 mois avant, donc on était pareil à 1 heure de route sur nos lieux de vacances. Je me suis dit qu'on allait se voir, on était à 1 heure de route, on faisait une demi-heure, on allait passer un après-midi ensemble. Oui. Il était une semaine là-bas, la même semaine que moi. Bon, il avait ses enfants, il m'a expliqué, les choses étaient simples, c'est ses enfants, son travail, et moi, voilà, après tout ça. Donc, je l'ai accepté, donc je m'y attendais, et en fait, il ne s'est rien passé, on ne s'est pas vu. Et là, déjà, j'ai eu une petite déception, mais j'ai rien dit. Ouais. J'ai rien dit, je me suis dit, bon, là, c'est fini. Vous avez compris, voilà. Vous avez été compréhensive. Ouais. Je comprends tout le temps. Oui. C'est-à-dire que je lui trouve toujours plein d'excuses. J'essaye d'être le plus compréhensif possible. Quand il ne m'a pas retrouvée au bout de 15 jours, j'ai compris. Je lui ai dit, écoute, si tu m'expliques, moi, je peux tout comprendre. Voilà, je suis quelqu'un d'assez compréhensif. Oui, mais pendant ce temps-là, c'est une chose de comprendre, mais c'en est une autre de pouvoir être respecté dans ses besoins. Et en ne vous respectant pas, vous n'êtes pas vous-même respecté par l'autre. C'est ce dont je me rends compte. La compréhension ne vaut pas acceptation de tout. Bien sûr, on peut comprendre, mais on peut aussi comprendre et ne pas accepter. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, et ça, j'ai du mal, en fait, à rebondir sur ce côté-là. Oui. Je suis beaucoup dans l'empathie de l'autre. Oui, je comprends. Mais je n'arrive pas à m'affirmer et sans blesser, en fait. C'est-à-dire que là, après, j'arrive à un cumul de choses. Oui. Et là, il faut que ça sorte. Et là, il faut que ça sorte. Ça sort n'importe comment. Ouais. Et là, c'est sorti un 1er janvier. C'était une pure maladresse. Donc, bon... pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, hein, Patricia. C'était pas tant une maladresse que ça, parce que un homme que vous pensez être en amour avec lui, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et qui vous dit que finalement le 31, il préfère rester seul, et que le premier, il ne vous entend pas quand vous dites que vous en êtes triste et que vous avez besoin de comprendre qui vous êtes pour lui. Vous trouvez que c'est pas juste, là, votre position? Si. C'était justifié, par contre, c'était pas le moment, je pense. C'était mal choisi. Pourquoi? Ça aurait été quoi le bon moment? Ça venait d'arriver. En face à face, ou voilà. Pour lui, vous voyez qu'il est devenu agressif au moment où... Et en fait, finalement, il valide votre peur. C'est-à-dire que dans le processus, quand vous exprimez quelque chose qui ne vous va pas, en face de vous, vous avez un homme qui est devenu tout d'un coup agressif ou un peu vulgaire avec vous. Et c'est exactement ce que vous... Jamais. Oui, mais c'est ce que vous redoutiez depuis sans doute longtemps. Donc vous avez peut-être eu vos besoins en sentant ça et en vous disant, mais si je vais dans ce qui est important pour moi, j'ai trop peur de ce qui va se passer. Certainement. Et là, finalement, ce qui se passe, c'est que vous vivez ce que vous redoutiez qu'il arrive. Donc vous aviez bien senti les choses, en fait. Vous saviez déjà. Vous saviez déjà à quoi vous en tenir dans cette relation. C'est-à-dire que vous saviez que cette relation, elle se passe bien à partir du moment où vous dites amen à tout et vous êtes d'accord sur tout, ce que vous avez fait. Mais quand vous n'êtes pas d'accord ou quelque chose ne vous va pas, vous n'êtes pas entendu. Mais vous saviez que la relation était comme ça. Elle devait être comme ça. Donc vous étiez d'accord pour être là-dedans, sauf qu'à un moment donné, vous souffrez trop et du coup, vous y allez. Ça pose la question de quelle façon vous êtes aimé. Est-ce que
vous donnez à vous-même la possibilité d'être aimé comme, j'allais dire, comme vous le méritez, d'une certaine manière. Vous voyez, dans ce qui vous convient à vous. Alors, sur la manière de faire avec moi et sur les moments qu'on passait ensemble, c'était très fort et je ressentais beaucoup de... Oui. Justement, c'était très intense. Et c'est pour ça que je n'avais pas de doute sur ce qu'il pouvait ressentir sur moi, envers moi. Dans les moments que vous viviez ensemble. Oui. Et puis, depuis le début, il tente tout pour me rassurer. C'est-à-dire que il me laisse jamais sans nouvelles. Il m'appelle tous les jours. Moi, je l'appelle aussi. Dès qu'il voit que j'ai appelé, il me rappelle. Enfin, il y avait quelque chose de mis en place de très rassurant pour moi, en fait. Oui. Sur ses intentions. Et du coup, j'avais pas de doute. Pour moi, il avait des sentiments pour moi. Oui. Et puis, j'ai senti un décrochage au moment où il est parti 15 jours. En Allemagne. Oui. J'ai senti quelque chose qui se décrochait parce que on était toujours hyper contents de se retrouver, sentiment de manque si ça faisait une semaine qu'on s'était pas vu. Enfin voilà. Donc vous pensez qu'il a vécu quelque chose là-bas ou il s'est passé quelque chose pour lui? Je n'imagine pas ça. Il m'a envoyé un message à un moment me disant ça me fait du bien d'être partie de la France, je me recentre sur ma vie. Parce que lui aussi a vécu une histoire juste avant moi qui est visiblement assez compliquée et on vivait à peu près la même chose à l'envers. Voilà. Et donc quand on s'est trouvés, lui n'était pas bien dans son couple et moi non plus. Donc là, je me suis dit, il réfléchit sur... ça fait du bien aussi de rester seul et éloigné de tout et puis de faire le point sur ce qu'on a vécu. Voilà, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Mais j'ai trouvé qu'il était très distant et les appels n'étaient pas du tout fréquents. J'en ai eu 2 en 15 jours. Donc il a remis des choses en question. Oui, peut-être. Il a fait un bilan, il a remis des choses en question, sans oser vous le dire. Oui. Je pense. Il y a Monica qui dit « Il vous aime mais vous n'avez pas les mêmes attentes. Si vous voulez le changer, il partira. Si vous voulez vous adapter, vous souffrirez. » Oui. Peut-être qu'à un moment donné, dans ces histoires-là, avec des histoires précédentes, il y a comme des prises de conscience, un déclic. Qu'est-ce qu'il s'est dit qu'il ne vous a pas dit, mais qu'il s'est dit à lui ? Et qui a manifesté après ce besoin d'être seul, ce besoin de prendre du recul, mais il vous l'a pas dit, peut-être aussi pour pas vous blesser ou parce qu'il n'a pas assumé lui-même ce qu'il est en train de vivre vis-à-vis de vous. Quelquefois, il arrive dans des histoires qu'on part très vite, qu'on s'engage très vite, parce qu'on a très envie d'aimer, d'être aimé. Et donc, les choses vont vite. Et puis, au bout de quelques mois, on s'essouffle parce qu'on est parti un peu vite. Et puis, une forme de recul comme ça, à l'occasion d'un voyage et une prise de distance. Et il y a un peu de panique qui s'installe. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je suis bien? Mais si, et si, et si. Et quand on revient, on n'est plus tout à fait la même personne. Et après, il a eu du mal à vous dire ça à l'aune de ce qui avait été vécu avant. Mais ce que je comprends en vous écoutant, c'est que c'est une histoire entre lui et lui, entre un tempo, entre lui et lui, dans lequel c'est pas tant votre comportement qui change la donne que ce que lui est en train de vivre. Et donc il a dû être assez furieux que vous le mettiez en face de lui le 1er janvier dans quelque chose qu'il n'assume pas depuis un certain temps, manifestement. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça m'est clair. Oui. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui, moi, je trouve qu'il a quand même un fort ego. Oui. Très sûr de lui. Oui. Voilà, moi, je suis quelqu'un de plutôt, qui manque de confiance en moi. Donc, il m'a
il m'a apporté, mais vraiment énormément de force et de confiance. Et du coup, je me dis, mais si je l'ai plus, mais c'est ça qui me fait peur, en fait, ma réaction. Depuis le 1er janvier, comment je deviens? D'accord. Qu'est-ce que vous avez échangé depuis le 1er janvier? Où vous en êtes là ce soir dans cette relation? Comment, où vous en êtes de vos échanges là depuis deux jours? Alors, il m'a demandé de le laisser tranquille hier, donc par téléphone et assez violemment, quoi. Donc, j'ai respecté. J'ai compris qu'il fallait être laissé tranquille. Bon, moi, j'ai jugé que j'avais été maladroite, donc je lui ai dit. Et encore une fois, je fais preuve de maladresse envers toi, désolée. Voilà, c'est un message, puisqu'il ne voulait pas il voulait plus répondre à mes appels. Bon. Et je l'ai fait mijoter comme ça. Et puis ce matin, j'ai envoyé, voilà, il serait bien qu'on puisse rediscuter de ce qui s'est passé hier. J'en ai gros sur le cœur, ça m'ennuie. Et donnons-nous, voilà, l'occasion d'en parler pour assainir les choses. Oui. Voilà. Et là, il m'a répondu, je ne veux pas revenir sur les maladresses d'hier. J'ai besoin de positif dans ma vie. Oui. Voilà. Et ça veut dire de quoi? choses positives dans ma vie. Et ça, je ne sais pas. Oui, ça veut dire j'ai besoin que tout se passe bien, donc je veux pas d'ombre, donc j'assume pas quand quelque chose va pas dans le sens où tout est rose. Bon, s'il a besoin de positif dans la vie c'est pas que du positif. La vie c'est des tumultes, des tempêtes aussi, mais des ciels bleus, c'est des saisons changeantes. Et c'est comme s'il disait qu'il voudrait jamais voir la pluie ou voir la neige. Bon, si on la voit pas beaucoup cet hiver, mais bon, vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça dit surtout qu'il n'assume pas du tout la période dans laquelle il est. Vous, en revanche, vous avez tendu un peu le bâton pour vous faire battre. Parce que dire que, encore une fois, ça vous pouvez vous en passer largement, Patricia, vous avez été maladroite. Vous avez été maladroite, vous êtes dans la position d'une femme amoureuse qui est très blessée et souffre que son amant lui dise que le 31, il a plutôt envie d'être seul que d'être avec elle et qu'il 1er janvier lui en veut de lui avouer ça. Bon, je vois pas en quoi vous êtes maladroite, Patricia. Vous voyez, si c'est pas quand on ouvre son cœur et ses tristesses, si c'est ça être maladroit. Et lui appuie, et vous avez tendu le bâton pour vous faire battre parce qu'il l'attrape tout de suite en vous reprenant le mot de maladresse. Et là, effectivement, vous touchez un point de confiance en vous. Attention, parce que la confiance en vous, c'est de dire ce que je vis est juste pour moi. Peut-être que la façon dont je le fais, elle n'est pas ceci ou cela, mais ça, personne ne sait ça. Et bien sûr, on peut s'interroger sur la façon dont on fait les choses, mais en tout cas, ce que vous vivez... c'est juste à l'aune d'une réalité de ce qui se passe, d'une femme qui est amoureuse et qui s'attend à fêter le changement d'année. Ouais. Donc vous vous laissez ou vous vous faites accuser et c'est vous qui vous retrouvez coincé. Vous pouvez lui répondre que vous le laissez réfléchir, mais que vous prenez vos dispositions à vous, voilà. Que pour vous la vie continue. Mais là, c'est une fin de non-recevoir. Il ne supporte pas d'ouvrir la discussion sur quelque chose qu'il n'assume pas. C'est son problème, mais c'est aussi le vôtre, hein, parce que vous, ça vous fait souffrir en attendant. Ouais. C'est Liso qui dit que vous avez installé une relation où vos propres besoins restaient en retrait. Il y avait que ses besoins à lui. Alors Aliso dit si vous aviez été qu'un pansement pour lui, sans doute pas un pansement, je ne le pense pas. Je pense que vous êtes allé vite dans quelque chose de très passionné, qu'il a eu très peur et que tout d'un coup il a eu une prise de recul, en se disant, c'est toute la difficulté d'ailleurs de l'amour et de la relation amoureuse aujourd'hui, qui peuvent être des relations de consommation. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un grain de sable, ça marche pas tout à fait comme on voudrait, donc on jette la relation. Parce qu'on ne veut justement que du positif. Ouais, mais l'amour, c'est pas une machine à laver où on appuie sur un bouton et ça lance un programme. Hein. C'est pas ça. C'est deux êtres qui essayent de s'entendre et de composer ensemble un échange. C'est quand même bien autre chose.
Donc si lui considère l'amour comme ça, sans ajustement, sans ciel chargé par moments, sans petites ondées, sans mise au point, ça peut pas fonctionner. Et puis il y a aucun accueil de vous. Il vous accueille pas, cet homme. Il accueille pas la femme que vous êtes. C'est sûr que là, je suis tombée quand même de haut, quoi. Ouais. Parce que jusqu'à présent, je ne vivais pas du tout comme ça. Au contraire. Il y a Brigitte qui dit, Brigitte dit, vous devriez le laisser un moment rechercher son positif total. Mettez-vous un peu en retrait. Vous avez eu raison de crever l'abcès en lui posant des questions, dit Brigitte. Laissez-le, j'aime bien la formule de Brigitte. Vous pouvez lui répondre ça. Vous allez le laisser à sa période positive. Vous lui citez beaucoup de positif en 2016. Prenez-le de haut. Prenez-le de haut, Patricia, là. Vraiment. Vraiment de très très haut. Hein. De très très haut. Ça n'a pas de sens dans le respect entre êtres humains, ce qu'il est en train de faire. Donc, prenez-le de haut. Alors, bien sûr, je vous dis ça, c'est, j'allais dire, facile à dire parce que pendant ce temps-là, vous souffrez et que vous étiez partie dans une relation installée, enfin, qui a 8 mois quand même. Mais profitez-en à ce moment-là, vous, et c'est ce que vous avez commencé à faire et ce que j'entends, et je trouve ça très, très malin et très bien pour vous, qui est de refaire le pulse pour comprendre quels sont les embranchements, les petits chemins que vous n'avez pas vus, à quel moment vous avez battu en retraite sur les peurs que vous avez eues, ce que vous avez ressenti de cet homme. Parce que si vous avez été comme ça, c'est bien que vous aviez senti qu'il fallait être tout à lui et ne pas bouger une oreille pour ne pas le perdre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez, vous vous en voulez du 1er janvier. Vous en voulez parce que vous êtes en train de vous dire « Ah bah oui, je le savais bien qu'il fallait rien dire pour le garder. » Mais Patricia, ça aurait duré combien de temps, cette histoire-là? Vous auriez fini par être l'ombre de vous-même. Et le problème, c'est que la relation d'avant, j'ai agi exactement de la même manière. C'est-à-dire? Exactement de la même manière. C'est-à-dire que j'étais avec un homme avec qui j'ai vécu et qui m'a quelque part donné des règles de mode de vie que j'ai accepté en me disant oui, je vais tenir parce que j'étais amoureuse et en fait pendant 1 an j'ai essayé de le quitter parce que c'était insupportable ce qu'il me faisait vivre comme mode de vie. Oui. Mais je faisais tout pour que ça tienne. Et qui a lâché? Et qui a lâché, lui ou vous? C'est moi. Ah. C'est moi qui ai décidé d'arrêter. D'accord, donc tout n'est pas pas pareil. Attention, hein, tout n'est pas pareil. C'est vous qui avez décidé d'arrêter. Donc vous avez pris conscience que vous étiez sur un mauvais chemin pour vous et que vous acceptiez l'inacceptable. Il se trouve... Alors le souci, je vais en rajouter un autre, c'est que moi je ne peux pas quitter si j'ai pas quelqu'un déjà qui m'attend. Oui, bon. Donc j'ai réussi à le quitter que parce que j'avais rencontré justement cet homme-là. Voilà. Et là, j'ai fait le pas, parce que c'était en processus, mais je n'avais pas encore expliqué clairement à la personne que je voulais qu'il parte à tel moment. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes un peu seule? S'il n'y a personne Je dans n'ai jamais votre vie? été seule. D'accord. Je n'ai jamais été seule. Mais qu'est-ce qui se passerait si? Je ne sais pas. Eh ben oui. Et si vous faisiez cette expérience-là? Voyez, qu'est-ce que vous vous dites sur vous? Parce que vous êtes arrivé à la conviction, en enchaînant votre vie de femme mariée, puis après des relations depuis votre divorce, à vous dire « je n'ai pas la capacité d'être seule ». Mais vous l'avez de fait, puisque depuis que vous êtes séparés, même dans les relations que vous vivez, là dans la dernière, vous n'habitiez pas ensemble et vous n'étiez pas H24 ensemble. Donc vous avez une certaine capacité à être seule. Oui, vous avez quelqu'un dans votre vie et ça vous rassure. Voilà. D'accord, d'accord. Peut-être qu'il y a une expérience là à faire que vous n'avez pas encore faite, donc vous ne savez pas si... Aujourd'hui, vous décidez « je ne suis pas capable parce que je ne l'ai jamais fait ». Mais vous ne le savez pas. Il n'y a qu'en le faisant que vous saurez si vous êtes capable ou pas. Vous déduisez de choses que vous avez vécues une incapacité. Mais comme vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes capable. Donc vous allez essayer, vous allez bien voir ce qui va se passer. Et c'est l'occasion là.
C'est même une superbe occasion. Positive, on va dire. Parce que je m'amuse. Mais vraiment positive pour vous, en plus, je le pense profondément. Parce que là, vous allez justement faire une expérience de vous retrouver avec vous-même dans vos vrais besoins. Et c'est le moment où vous allez comprendre un peu mieux la femme que vous êtes et ce que vous faites vivre à cette femme-là en acceptant ce genre de relation. Et là, ça va vous sauter aux yeux vraiment, en étant un peu seul avec vous-même. Et lâchez le doute, parce que je l'entends sans que vous me le disiez, qui est de dire oui, mais si je retrouve personne, et qu'est-ce qui se passe si je suis toute seule ? Non, la preuve que non. Des relations, vous savez en avoir et vous en avez eu. Donc il y en aura d'autres. Mais faites pause là. Et vous allez peut-être prendre beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Parce que pendant ce temps-là, vous ne vous rencontrez pas dans les rencontres que vous faites. Ah non, pas du tout. Ben oui. Je fais tout en fonction de l'autre. Ouais. Mais voilà, je prends plaisir à me faire jolie. Je sais que seule, je vais pas avoir autant de plaisir. Je le sais. Je suis dans la séduction à fond et... Eh bien, essayez de vous séduire. Essayez de vous séduire, vous. Non, mais je suis sérieuse en vous disant ça. Parce que là, c'est une histoire de rencontre avec vous. C'est vraiment une histoire de lien qui demande à se tisser avec vous pour être en lien avec l'autre. Parce que vous vous perdez dans l'autre, en fait, à chaque fois. En fait, à chaque fois, vous vous perdez. Ah, mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je vous souhaite, Patricia, de vous trouver, de vous rencontrer. La plus jolie rencontre que vous allez faire en 2016, c'est avec vous, c'est la vôtre. Un petit break. D'accord. Et c'est peut-être une belle opportunité, là, de 1er janvier. Voyez-y un signe positif, sans jeu de mots, là, pour le coup. Bon courage à vous, Patricia. Hein. Réfléchissez à ce qu'on s'est dit. Oui, je vais le faire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Patricia. Au revoir. Sophie Petters sur Europe 1. Bonsoir, Victor. Oui, bonsoir, Victor. C'est un bonheur de vous entendre. Et je dois vous dire toute ma satisfaction de m'être entretenu avec vous sur l'antenne. Et vos mots, je les ai bus et je les ai surtout assimilés et bien intégrés. Bon. À savoir que nous parlions de gentillesse un peu excessive de ma part vis-à-vis du monde féminin, entre autres, mais ce n'est pas que ça. Et je ne voyais pas trop où était la difficulté. Et après coup, vous m'avez dit que, un petit peu, si je résume ce que vous dites, que trop de gentillesse, en clair, tue la gentillesse. Vous m'avez pas dit ça comme ça, mais en gros, c'était comme ça. Et une auditrice était intervenue pour dire que ces dames, à trop leur offrir, pensent que je veux les acheter. J'ai fait le tour de tout ça parce que vous avez dit énormément de choses. Si je passe tout le temps à vous dire tout ce que vous m'avez dit, je ne pourrais pas faire le point. Eh bien, j'ai pris l'exemple d'enfants. Aujourd'hui, vous savez, les enfants ne sont plus aimés à proprement parler avec le cœur, mais beaucoup plus à coups de billets d'argent. C'est-à-dire que les parents n'ont plus trop le temps de leur consacrer. Exactement. Donc, c'est comme ça que on fait en sorte de donner de l'argent aux enfants. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on donne quelques petits sous aux enfants symboliquement, à ce moment-là, ils prennent la valeur des sous qu'ils reçoivent. Mais si on leur donne un peu dans la même perspective de la gentillesse, trop d'argent, ils n'en savent pas la valeur. Et vous m'avez repris sur une chose, à savoir que je parlais d'une dame à qui m'avait demandé, je crois, Nina Ricci, ou je ne me souviens plus, et je lui avais jeté toute la gamme, et vous avez réagi en me disant, mais elle vous a demandé un seul, pourquoi vous lui achetez tout? C'est un petit peu comme si vous lui avez fait un marché.
j'ai pris conscience beaucoup de tout ça et j'ai compris que, au bout du compte, il faut être pondéré, il faut être modéré dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut, et c'est là qu'on arrive à une entente meilleure avec l'autre, et finalement, ce que vous donnez est infiniment mieux reçu. Oui, c'est plus équilibré en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi également de votre part quelque chose que je tenais aussi à vous dire, indépendamment de votre extrême gentillesse et de votre grande douceur dans votre voix. Merci Victor. Non mais c'est vrai, on voit que vous avez également, comme nous tous, une sensibilité très forte qui fait que vous êtes capable de percevoir et de ressentir même ce qu'il y a derrière les mots, derrière les expressions employées par les auditeurs, et vos conseils sont vraiment d'une utilité tout à fait extraordinaire. Je n'ai encore jamais vu ni entendu une personne capable de ça. Je tenais vraiment à vous, merci Victor. Le studio est tout bleu, mais vous me faites rougir. Non, je plaisante. Non. Oui. Et vous en êtes où alors aujourd'hui, vous? Parce que vous voyez, il y a Monica qui réagit en me disant que quand on donne beaucoup, on s'épuise. Quand on s'épuise, on a besoin de se ressourcer. Et si l'autre n'arrête pas de réclamer encore, on s'étouffe. C'est vrai. Oui. Alors où j'en suis, moi? C'est très simple. Moi, si je peux dire, j'ai un autre, si on peut appeler ça handicap, je ne le vis pas comme ça, mais je suis d'obédience juive. Donc, il y a un point de plus qui vient s'ajouter. Ça veut dire que quand je rencontre une dame, non que je sois sectaire et que je tienne absolument que ce soit une telle plutôt qu'une telle, mais dans ses habitudes, il y a toute une symbolique, toute une manière de vivre qui fait que pour qu'il y ait une harmonie, il faut que l'un fonde dans l'autre et vice-versa. Oui, une histoire de langage, en fait, de culture. Voilà. Oui, d'échange. Voilà. Oui. Bon, c'est pas un handicap, ça. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu difficile. Bon, j'ai eu beaucoup d'appels la fois dernière également. Des dames extrêmement gentilles, très polies, vraiment du monde de la bienséance. Et ça, c'est très, 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 très appréciable. C'était vraiment très, très bien. Bon, écoutez, pour l'instant, j'avance gentiment. Je n'ai pour l'instant encore personne en perspective parce que j'affine, mais sans exagérer. Mais il faut se donner un but, là où on veut aller, et se donner les moyens d'y arriver. Oui. Avec une certaine souplesse et une fermeté qui donne à la fois l'un et l'autre, qui donne un tout harmonieux. J'aime bien votre expression de se donner un but et vous dites les moyens d'y arriver avec souplesse. Il y a un côté, vous savez, très très aristotélicien. Oui, non, mais vous voyez dans la sagesse antique de l'ordre de, à la fois qui allie la discipline, le courage, la ténacité, la vision, le but, mais l'action et l'action soutenue. Oui, tout à fait. Voilà, je suis dans cette perspective actuellement. Donc j'entends, je vois, je suis en contact. Je discute, mais je ne prends pas de décision à la hâte. Aucune décision à la hâte. Tout doit être pesé, sous-pesé, sans non plus être au gramme près pour ne pas abuser dans toutes les figures de style, quelles qu'elles soient. Il faut toujours être dans la réflexion. Donner à penser.
Ouais, alors ça aussi, là, vous me faites plaisir, Victor, parce que c'est vrai que prendre le temps, surtout dans le monde actuel, hein, de penser et de se penser dans nos actions, parce que c'est ça la conscience finalement. Comment on acquiert la conscience, c'est à un moment donné pouvoir penser ce qu'on vit. Et avec un certain recul, et pour ça, il faut un petit peu de temps. Ça prend du temps de penser. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut bien penser aussi. Alors qu'est-ce que c'est? La pensée trop active finit par être un peu sabotée et vous n'êtes plus vraiment dans l'esprit de la pensée. Attendez, Victor, que je puisse vous suivre. Qu'est-ce que c'est que la pensée trop active? Je trouve ça intéressant, mais je ne vois pas. Oui. Voilà. Une pensée trop active est une pensée quelque part un peu tronquée. Oui. C'est-à-dire que finalement, devant un certain courant de pensée que chacun a, oui, il y a deux moyens d'agir. Soit je laisse le temps à la pensée de faire son chemin et finalement, en même temps, à la manière d'une meule, lui donner toute sa forme et toute son étendue. Oui. Ou au contraire, c'est comme avec un hachoir, si j'ose dire. Avec un hachoir, on la séquence, on la coupe en morceaux. Vous voulez dire, on la façonne pas. D'accord. Exactement. D'accord. Et du coup, si on la sectionne trop, elle ne se lie plus, il n'y a plus de liant, donc on n'arrive plus à penser au global. Exactement. C'est vraiment donner à chaque chose une place, mais bien affinée. Oui, je comprends. J'aime bien d'ailleurs l'image de la meule, hein, du travail de la meule. Oui. C'est vrai, regardez quand on écrit. Prenez l'écriture d'un médecin. Oui. C'est un génie ou un savant vraiment extrêmement élevé en connaissance, en maturité, en expérience. Et on constate que l'écriture est vraiment traduirait presque l'inverse de ce qu'ils sont, tellement ils écrivent mal. Oui. Mais tout cela est dû à ce qu'ils sont pris par un tas de choses que l'écriture ne peut pas traduire la somme de connaissances qu'ils ont, si bien que l'écriture est quasiment illisible. Dans le monde de la pensée, si on pense trop vite, on ne peut plus écrire. Ouais. Et si on écrit vite, on ne peut plus penser. Oui. Il y a donc un temps, aujourd'hui, vous savez, je suis également écrivain, aujourd'hui. Oui. Bon. Je suis absolument incapable d'écrire sur mon ordinateur. Je prends une secrétaire. Pourquoi ? Parce qu'elle s'occupe de l'aspect rédactionnel. C'est pas que ce soit elle qui pense à ma place. Oui, mais quand vous parlez, c'est ça. Et quand vous parlez, que vous dictez, votre pensée se met en mots, donc elle chemine. Exactement. Oui. Exactement. Et de tout ce que vous m'avez dit, j'ai filtré tout ce que vous m'avez dit, mais finalement, je l'ai élargi un peu dans toutes les phases de mon existence, dans les domaines les plus variés. Je ne me suis pas contenté de concentrer ça au niveau de la partenaire. Oui, donc vous l'avez... est l'un des éléments. D'accord, donc ça veut dire que vous avez redonné du contexte. C'est ça que vous êtes en train de me dire, le contexte de votre vie, de votre histoire. Parce que ça, vous touchez un point très important, Victor. Et souvent, quand on pense, on pense qui nous arrive et qu'on est malheureux quelquefois de ce qui nous arrive, on oublie, un peu comme Patricia d'ailleurs à l'instant, de remettre le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'on a été amené à dire ou à faire ceci ou cela ? On vit dans des contextes et des environnements. Et c'est très important d'en saisir la portée sur nous-mêmes, pour nos actions et notre pensée d'ailleurs. Et je vais me permettre d'ajouter quelque chose, et qui est extrêmement fréquent. Notamment, entre autres, je suis enseignant aussi. J'ai enseigné beaucoup la philosophie, la littérature, ce genre de choses. Et quand vous voyez un enfant qui vient, un enfant, c'est un jeune, hein, je dis un enfant, mais ça peut être un lycéen. Moi, j'appelle ça des enfants.
quand ils viennent vous rapporter quelque chose, ils ne vous situent pas le contexte. Ils vous donnent simplement un élément pour avoir raison. Mais ils ne vous situent pas tout le canevas de la situation qui vous permettrait véritablement de comprendre le fin fond et finalement de donner une réponse objective. En quelque sorte, ils vous conduisent simplement au oui qu'ils attendent de vous. C'est tout. Alors Victor, je vous remercie pour voilà toutes ces pensées que vous nous livrez ce soir. Il y a Aurélie qui voudrait entrer en contact avec vous pour continuer à échanger autour de vos propos. En tout cas, je vous remercie en ce début d'année d'avoir appelé dans la libre antenne pour dire tout le bien que vous a fait cette émission. Merci énormément et j'insiste avec vous. Merci Victor. Belle année à vous. Non, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite le meilleur et peut-être vous entendre beaucoup plus. Merci. Que d'habitude. Merci Victor. Voilà. Je vous embrasse. Bonne soirée, bonne année encore Merci, à vous. moi aussi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis on salue et on finit cette émission avec une pensée très forte pour Michel Delpech, dont on a appris ce soir le décès. Donc on va se quitter sur une chanson de lui en musique et en communion avec lui. Je vous embrasse tous, passez une très belle nuit et on se retrouve demain soir à 23h. On se quitte sur la chanson de Michel Delpech. Passez une très très belle nuit et douce nuit. Moi je vous donne rendez-vous demain soir, enfin ce soir, 23h dans la libre antenne.